les pays. Également, au modérateur, Dr. Kwao, la première présentatrice, Dr. Donieme, et le second, Dr. Bilogo, et également au professeur Koudou. Disons que avec cette première activité sur la formation ou l'exposé sur la méthodologie de la recherche, les activités du réseau sont bel et bien lancées désormais et impliquant tous les membres, tous ces membres. Et ce que nous pouvons dire, c'est de souhaiter vraiment et bon vent à ces réseaux. Souhaiter que toutes les activités qui seront menées à la suite de cette première soient un grand succès et que nous puissions ensemble relever les grands défis des sciences de l'éducation qui, au niveau du CAMES, semblent être jusqu'à présent ignorés, tout simplement parce que nous sommes tellement dispersés à travers les différentes institutions de formation et les institutions en éducation de façon générale. Donc, ce réseau est vraiment la bienvenue pour relever tous ces défis et surtout nous connaître et partager nos expériences au niveau de la recherche et partager les résultats de nos recherches et dans tous les domaines des sciences de l'éducation et de la formation. Donc, comme il y a déjà un modérateur, je pense que, compte tenu du temps aussi et du calendrier actuellement très chargé de nos collègues qui sont au niveau des jurys du baccalauréat, que nous puissions commencer. Donc, bonne formation et en tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Merci au professeur Bationo qui a introduit notre rencontre. Bienvenue à tout le monde, aux uns et aux autres. Nous allons entamer donc notre rencontre avec une brève introduction. Dans cette introduction, nous voulons dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'il est possible d'avoir une société qui se développe sans l'école? Et quelle école pour notre société? Et pour répondre à cette question, nous pensons qu'il est utile de faire appel aux sciences de l'éducation et aux résultats des chercheurs en éducation. Mais la recherche en éducation est pauvre, peu visible et absente dans les discussions conceptuelles et théoriques. Et ça, nul ne peut le contredire. Et il faut souligner, depuis les années 90, cette recherche connaît un essor. Et cette recherche se fait essentiellement dans les universités. Et cette recherche est confrontée à plusieurs défis. Pour répondre aujourd'hui aux questions que nous nous posons sur la recherche en sciences de l'éducation, nous allons partager avec 3 enseignants-chercheurs autour de 3 thèmes différents. Le premier thème va concerner la rédaction d'un article scientifique, du choix du sujet à la méthodologie. Le second thème portera sur la rédaction d'un article scientifique, des résultats à la bibliographie. Et enfin, le troisième thème portera sur les normes de rédaction scientifique, la vulgarisation des articles et les exigences d'une revue scientifique. Pour partager leur expérience avec nous et pour animer ces différents thèmes, nous avons le docteur Hélène Bilot, qui est diplômée en lettres modernes et françaises de l'École normale supérieure de Yaoundé et qui est maître
en arts et sciences de l'éducation de l'Université de Laval. Le docteur a fait sa thèse au niveau de l'Université de Bergen en Norvège sur la thématique de la didactique de la compétence de communication et elle est à l'Université de Yaoundé 1. Nous aurons ensuite le docteur Bilakani Tonyeme, qui est docteur en philosophie de l'Université de Lomé et docteur en sciences de l'éducation de l'Université de Rouen. Ces axes de recherche sont les suivants: État, nation et enjeux, la question de l'éducation à la citoyenneté et au vivre ensemble, les identités, la formation des formateurs et l'éducation à la démocratie. Comme publication et encadrement, le docteur Bilakani Tonyeme a 3 ouvrages publiés et il a encadré plusieurs mémoires et thèses. Il est à l'Institut national de sciences de l'éducation de l'Université de Lomé. Et nous aurons à échanger avec le professeur Opadou Koudou, qui est docteur en psychologie sociale. Il a pour axe de recherche la psychopathologie sociale des difficultés d'adaptation et de comportement, la psychologie de l'éducation et du développement. Le professeur a publié 5 ouvrages et une 50aine d'articles et plus d'une 40aine de thèses qu'il a encadrées. Il est actuellement le directeur du Centre de formation initiale de l'École normale supérieure d'Abidjan. Alors, pour commencer, la première présentation nous sera offerte par le docteur Hélène Bilot sur la rédaction d'un article scientifique, du choix du sujet à la méthodologie. Le docteur aura une dizaine de minutes pour nous faire sa présentation et après, nous allons prendre une vingtaine de minutes pour échanger autour de sa présentation avant de passer à la seconde présentation. Donc, je donne la parole au docteur Hélène Bilot. Docteur Bilot, vous avez la parole pour nous entretenir. Si le docteur peut ouvrir son micro. Oui. En attendant que le docteur ouvre son micro et commence à nous entretenir, nous souhaitons la cordiale bienvenue à ceux qui sont en train de nous rejoindre tout doucement, en espérant que la connexion sera bonne et de qualité, afin que la participation des uns et des autres soit effective. Docteur Hélène? Docteur Hélène, votre PowerPoint est déjà visible, donc vous pouvez... Voilà, votre PowerPoint est visible. Son micro est désactivé. Oui, si elle peut activer son micro.
Je pense que le docteur Hélène a quelques difficultés, et surtout que son micro est désactivé. Est-il possible pour docteur Mireille d'ouvrir son micro du docteur Hélène? C'est déjà ouvert, c'est elle en fait qui a refermé son micro. Voilà, son micro est ouvert. Allô? Oui, on t'entend, Hélène. Est-ce que c'est déjà ouvert? C'est bon, on t'entend. Merci, merci. Merci. J'ai eu quelques difficultés. Je disais donc que l'exposé de ce soir porte sur la rédaction d'un article du choix du sujet à la méthodologie. Tu peux mettre en mode En effet, diaporama. Tu peux après, mettre en mode diaporama, s'il te plaît. vous ne voyez pas? Si, mais bon, si tu peux mettre en mode diaporama, c'est encore mieux. Là, c'est un peu difficile pour moi. Bon, d'accord, vas-y comme ça. Parce que c'est ce que j'ai voulu faire et puis le son est parti. Vas-y, Ben, vas-y. allez-y comme ça, Ouais, nous ouais, allons faire avec. Ouais. Nous allons présenter quelques éléments sur la rédaction d'un article scientifique susceptible d'aider le chercheur débutant dans ses premiers pas vers la recherche. Après avoir présenté les critères du choix du sujet qui fait l'objet de cette présentation, on s'intéresse à la méthodologie de l'article. L'article scientifique apparaît pour nous comme un genre de discours propre, non réductible à un rapport scientifique quelconque. Il est caractérisé par l'esprit de synthèse et par la précision des informations qu'il véhicule. Une connaissance minimale de la structure d'un article de recherche s'avère donc nécessaire pour savoir comment rédiger ce document que le chercheur ou l'enseignant-chercheur est appelé à publier dans des revues scientifiques. Ainsi, la publication scientifique impose aux chercheurs le respect d'un certain nombre de normes d'écriture. L'article scientifique, dans ce sens-là, n'est donc pas aisé pour le jeune chercheur qui est appelé à faire ses premiers pas dans l'écriture. Nous constatons que la formation sur la rédaction des articles ne semble pas à l'ordre du jour dans les méthodologies des mémoires et des thèses. Cette situation maintient les chercheurs débutants dans une sorte de stress, car moins outillés pour rédiger des articles, ce qui est paradoxal à la formation des chercheurs. Nous proposons donc dans cet exposé de présenter les étapes permettant de rédiger l'article. Mais avant de présenter ces étapes, nous allons d'abord définir ce que c'est qu'un article scientifique. Nous avons résumé la définition d'un article scientifique en 3 concepts. L'article scientifique est donc un message. L'article scientifique est une idée nouvelle. L'article scientifique est une information originale. Pourquoi un message? Nous supposons que lorsque un locuteur, un auteur prend l'initiative d'écrire, c'est parce qu'il voudrait informer son allocuteur ou le récepteur d'une certaine intention de communication. C'est dans ce sens que
nous considérons l'article scientifique comme un message. L'article scientifique peut également être considéré comme une idée nouvelle parce que son but est d'enrichir le savoir scientifique. Par conséquent, on n'écrit pas pour dire déjà ce qui a été écrit, pour reprendre des auteurs, mais on écrit pour apporter du nouveau. Ainsi, l'article scientifique devient donc une information originale. Quel est le but de l'article scientifique? Pourquoi écrit-on les articles scientifiques? L'article scientifique est rédigé dans le but du partage des travaux d'un auteur et des résultats de sa recherche avec ses pairs et d'autres experts dans son domaine. Il faut avouer que la science est en rapport au monde. Et ce rapport au monde favorise l'inspiration des auteurs qui observent dans la société ou dans l'humanité des phénomènes réels. Et à partir de ces phénomènes-là, ils s'inspirent, ils constatent des besoins, ils constatent des problèmes. Et à partir de ces problèmes-là, ils sont amenés à réfléchir, par conséquent, à rédiger. Ils peuvent donc rédiger soit des livres, soit des articles scientifiques. Nous disons donc que l'article permet de partager les travaux et les résultats des travaux. L'article permet, d'autre part, d'informer un public profane sur ces phénomènes. Et en général, dans la globalité, on peut dire que l'article permet de contribuer à l'évolution de la science. Alors, s'il faut donc écrire un article, étant donné que l'article est un message, une information, cela signifie que nous avons, ou bien l'auteur part d'un sujet. C'est ce sujet-là qui constitue l'objet de rédaction d'un article. Il est donc question pour lui de savoir choisir le sujet de son article, le sujet qui fera l'objet de son article. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, le sujet de recherche prend généralement sa source dans les phénomènes de la réalité, dans des recherches antérieures contenues par exemple dans des revues académiques, des livres et des sites internet fiables. Si le sujet de l'article doit être intéressant pour amener les lecteurs à réfléchir, le sujet doit être original et le sujet doit être précis. Nous avons mentionné que la précision du sujet passe par la présentation de l'objectif du sujet, de son originalité ainsi que de l'hypothèse que l'auteur veut démontrer. Les exemples que nous avons, que nous allons présenter dans notre propos, nous viennent de l'article du professeur Thiam et de Schnatney Davin, qui ont écrit sur l'approche par les compétences. Après avoir choisi le sujet, parce que le sujet doit dépendre d'un domaine scientifique précis, pour clarifier les savoirs de ce domaine-là, après avoir choisi le sujet, il est question pour l'auteur ou le rédacteur de rédiger. Mais comment rédiger? La rédaction d'un article scientifique obéit à un certain nombre de canons ou de normes. Cependant, il existe plusieurs modèles de structure de rédaction d'articles scientifiques, parmi lesquels nous avons, premièrement, le modèle IMRED ou IMRAD pour les anglophones, qui se présente comme suite. D'abord, l'introduction, le matériel et les méthodes,
les résultats et enfin la discussion. Nous avons ensuite le modèle Opéra. Le modèle Opéra se présente à partir de l'observation d'un problème, d'une expérimentation, des résultats et de l'action. Enfin, nous avons le modèle ILPIA. Le modèle ILPIA consiste à présenter son article à partir de l'introduction. Après l'introduction, on présente la revue de la littérature, le problème de recherche, l'implication et les perspectives qu'on nomme à venir. Lorsqu'on a donc ces trois modèles, au regard du temps qui nous est imparti, nous avons décidé de présenter la recherche, la rédaction de l'article scientifique selon le modèle IMRED ou IMRAD. Le modèle IMRED, c'est celui-là qui commence par l'introduction, le matériel et les méthodes, les résultats et la discussion. Bien évidemment, nous allons présenter ces étapes jusqu'au matériel et aux méthodes parce qu'un autre panéliste va présenter les résultats et la discussion. Nous disons donc que le modèle IMRED a deux grandes parties. La première partie que nous avons nommée la partie A, partie liminaire, et la deuxième partie qui s'intitule le corps du texte. La partie liminaire, c'est l'entête de l'article. L'entête de l'article qui est constituée du titre, du résumé ou abstract, des mots-clés, le titre, le résumé, le titre, les auteurs, le résumé et les mots-clés. Alors, comment se présente le titre? Comment est-ce qu'on peut choisir le titre? Le titre présente le message principal de l'article. Il est provisoirement choisi parce qu'on le fixe définitivement après la rédaction de l'article. Donc, provisoirement, on émet un titre de l'article qui doit être court, clair, synthétique, avec un éventuel sous-titre plutôt qu'un titre très long. Selon Pochet, d'une manière générale, la tendance est cependant à la rédaction des titres de plus en plus longs, donnant de plus en plus d'informations. Ainsi, le titre présente le message principal de l'article et doit contenir au moins 3 éléments essentiels que nous avons précisés ici. Le nom de l'objet étudié, l'aspect ou le système étudié, plus précisément pour cet objet, les variables en jeu, c'est-à-dire le titre qui est informatif et descriptif. Le titre peut donc reprendre une partie des résultats s'ils sont particulièrement significatifs. Si nous prenons notre article exemplaire ou bien notre article modèle, celui de Thiam et Chnagne-Davin, 2017, le titre de leur article s'intitule « L'approche par les compétences peut-elle être efficace sur n'importe quel terrain ?» À la lumière des critères que nous venons de citer, nous nous rendons compte que ce titre est clair parce qu'il dit déjà, il présente déjà les variables en jeu, l'approche par les compétences et son efficacité sur tous les terrains. Après le titre, nous avons les auteurs. Qui a écrit l'article? Qui est l'auteur de cet article? Nous pouvons avoir un auteur ou deux ou plusieurs, un auteur ou plusieurs auteurs. Ces auteurs doivent mentionner leur nom, leur affiliation. Exemple, Ousseynou Thiam, maître de conférence université. Cheikh Anta Diop. L'affiliation est l'adresse professionnelle de l'auteur. Elle est indiquée de manière précise pour permettre au lecteur de prendre contact avec les auteurs
mais aussi pour permettre une identification d'une institution dans les bases de données. Et on voudrait aussi que l'auteur précise son adresse courriel. Cela permettra au lecteur d'être facilement en contact avec lui. Toujours dans la partie liminaire, nous avons le résumé ou l'abstract. Le résumé comporte 100 et 250 mots suivant les revues. Nous avons pris cela dans le livre de Pochet. Dans tous les cas, Pochet dit qu'il ne faut pas dépasser 300 mots. Et ce résumé est généralement rédigé en 2 langues, voire 3. Après le résumé, nous avons, et on peut dire on ne va pas passer parce qu'il faut qu'on précise les éléments du résumé. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le résumé? Le résumé doit répondre aux questions suivantes. Pourquoi cette recherche et pourquoi est-ce important? Qu'avons-nous dit dans l'article? Qu'avons-nous trouvé? Et que signifient ces résultats? Ainsi, le résumé reprend les 4 parties de l'article, c'est-à-dire l'introduction, le matériel et les méthodes, les résultats et la discussion. Après le résumé, nous avons les mots-clés. Les mots-clés sont des termes au singulier qui décrivent au mieux le message et le contenu de l'article. Ils doivent donc être choisis avec soin pour augmenter la visibilité de l'article. Ainsi, nous pouvons avoir 3 à 10 mots-clés. Maintenant, après la partie liminaire, arrive le corps du texte. Qu'allons-nous écrire réellement dans un article? Le corps du texte, nous l'avons dit, selon le modèle IMRET, est structuré en 4 parties: l'introduction, le matériel et les méthodes, les résultats et la discussion. Qu'est-ce que l'introduction? L'introduction est une entrée en matière dans la rédaction de l'article. Elle permet de présenter la question qui est posée et de la replacer dans le contexte de ce qui est déjà connu, c'est-à-dire la revue de la littérature. Dans l'introduction, donc, on retrouve l'objet de la recherche et cet objet, nous devons la situer dans un contexte parce que la science est évolutive et ce que nous disons a déjà été dit, mais dans un autre cadre, par d'autres auteurs. Nous devons préciser et dire, voilà ce qu'ils ont dit et voilà ce que nous allons dire, voilà ce que nous apportons. Dans ce sens-là, Pochet pense que pour faire une bonne introduction, nous avons 5 questions que nous devons nous poser, 5 questions en anglais qu'on appelle 5 W. La question why, c'est-à-dire pourquoi, what, quoi, où, qui, when, quand, where, où. Pourquoi écrivons-nous cet article? Qu'est-ce que nous disons dans cet article? Qui a dit quoi en rapport à ce sujet? Quand est-ce qu'il l'a dit et où? Ainsi, l'introduction indique le problème. L'introduction indique donc le problème. Elle se réfère à la revue de la littérature et elle présente les hypothèses. Après avoir rédigé l'introduction, nous allons donc passer au matériel et aux méthodes. Qu'est-ce que nous écrivons? Quel est le message que nous passons à travers la rédaction de cet article? Quel est l'objet de notre travail? Qu'est-ce que nous voulons
prouver, quelles sont les hypothèses et comment vérifier ces hypothèses. La vérification des hypothèses passe par le matériel et les méthodes. Dans cette partie, l'auteur doit décrire dans l'ordre ce qui a été réalisé au cours de sa recherche. Il doit clairement expliquer ce qui a été déjà fait en omettant les détails superflus. L'objectif est de permettre à l'auteur de l'article de reproduire l'objectif est de permettre aux autres chercheurs de reproduire les résultats obtenus et d'utiliser la même méthode dans une autre recherche. Dans ces conditions, la méthode nécessite que l'on présente les conditions de réalisation de cette méthode-là, qui peut être soit une analyse documentaire, soit une analyse de contenu, soit une observation, une expérimentation et bien d'autres. En dehors de ces méthodes-là, l'auteur doit aussi préciser les facteurs à étudier. Ainsi, il doit justifier le choix de la méthode ou du type de matériel. Et si le protocole a déjà été adapté, il faut être plus précis et décrire les différences. Ainsi, après avoir fait son expérimentation ou son observation ou encore la recherche documentaire, l'auteur de l'article devra donc présenter les résultats qu'il a trouvés. Comme cette partie revient à mon copanéliste, je vais lui laisser la parole en vous disant merci de votre aimable attention. Merci. La question des directeurs doit être définitivement tranchée la semaine prochaine. Chacun aura son directeur. Docteur Sono n'a pas terminé. Hein? Docteur Bilo a terminé et elle a demandé à passer à la phase des questions parce que ça va embrayer déjà sur la deuxième communication. Quelques micros qui sont ouverts, si on peut les fermer pour favoriser la bande passante. Alors, nous allons prendre une série de questions. Et nous avons suggéré dès le départ que les questions soient posées au niveau du chat pour ne pas encombrer la bande passante. Alors, nous sommes donc en attente si il y a des questions. Mais d'ores et déjà, j'aimerais bien lancer des échanges avec une première question au docteur Bilo. Quel est le modèle entre IMRED, Opera et ILPIA? Quel modèle vous conseillez à nos chercheurs? En attendant qu'elle réponde aussi, je précise qu'il y a une question dans le chat de Maguette. Donc, Hélène, tu peux répondre? OK. Merci. Vas-y, Hélène. Oui. Je dirais que parmi les modèles que j'ai présentés, IMRED, Opera et ILPIA, je préfère celui que j'ai présenté, c'est-à-dire le modèle IMRAD, parce que, à ma convenance, il sied aux sciences de l'éducation qui ne sont pas toujours des sciences expérimentales. Parce qu'avec le modèle Opera, c'est un modèle qui est beaucoup plus utilisé pour les articles analytiques dans les sciences appliquées, c'est-à-dire les sciences expérimentales. Et le modèle ILPIA convient mieux aux articles de synthèse. Alors, moi, je conseillerais aux étudiants débutants d'utiliser le modèle Opera parce que le modèle Opera il facilite déjà l'analyse, la contextualisation du sujet et donne libre choix à l'auteur de
prendre la méthode qui lui convient ou qui convient au sujet. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, merci, docteur. Je n'ai pas vu la question sur le chat. Je demanderai au docteur de nous lire la question. Voilà. Il y a deux questions même. Alors, il y a une première question, celle du professeur Maguette Dia de l'Université Cheikh Anta Diop, qui dit je félicite un collègue pour la qualité de son exposé. J'ai deux petites questions. Première question, n'est-il pas réducteur de présenter l'article scientifique comme un message, plus qu'un message? Est-ce qu'il ne peut pas être présenté comme le résultat d'une recherche? Bon, je pense que là, c'était pas l'objectif d'Hélène, de réduire ça à un simple message. Est-ce que l'article scientifique est seulement est seulement destiné à un public profane? Je pense pas avoir compris ça de cette manière du tout. Alors, Hélène va répondre à cette question. C'est une question à deux volets. Ensuite, je continue pour les questions. Je suis docteur Diata. Docteur Bilo, je voudrais un éclaircissement sur deux parties, le résumé et le contenu de l'article. Donc, peut-être qu'avant de répondre aux questions de Maguette, revenir un peu sur le résumé et le contenu, en fait, de ce que ce doctorant pourrait retenir sur l'article scientifique déjà. Et puis, il y a une dernière question, j'espère que ça n'en fait pas trop, c'est de Diano qui dit « En tant que doctorant, pouvons-nous commencer à écrire des articles ?» Je réponds déjà oui. N'attendez pas d'avoir le doctorat pour faire vos articles. Vous pouvez déjà commencer à écrire et à coécrire avec vos directeurs de mémoire. Je laisse la parole à Hélène pour compléter. Oui, merci Mireille. Je dirais que, en tout cas, je dirais que le but de l'article n'est pas seulement pour informer un public profane. J'ai dit que le but de l'article était de partager les résultats de sa recherche avec ses pairs dans un domaine scientifique précis. C'est-à-dire qu'à partir d'un sujet de recherche, à partir d'un phénomène, d'un problème ou d'une préoccupation, l'auteur va mener des recherches, va analyser la situation et au terme de sa recherche va aboutir à des résultats qu'il va partager pour que d'autres chercheurs puissent, par exemple, reproduire ces résultats dans d'autres contextes. Je disais aussi que l'article scientifique, comme information nouvelle, permettait d'informer aussi le public profane. Parce qu'on a tendance à croire que les articles scientifiques sont rédigés uniquement pour le public scientifique. Je ne sais pas si j'ai répondu à cette première question. Vous pouvez continuer. Oui, docteur, vous pouvez continuer. Oui, et la deuxième question sur le résumé de l'article, je disais que le résumé de l'article répond, je peux renvoyer. Le résumé de l'article répond aux questions suivantes. Pourquoi cette recherche et pourquoi est-ce important? Il faut déjà que dans le résumé, qu'on précise l'objet de la recherche et l'objectif. Qu'est-ce qu'on a dit dans notre recherche? Puisque le résumé est une synthèse de l'article, il faut bien qu'en lisant le résumé, qu'on essaye d'avoir une idée générale de ce que l'auteur dit dans le corps de son article. Qu'est-ce que j'ai trouvé après mes investigations, c'est-à-dire les résultats? Et enfin, que signifient ces résultats, c'est-à-dire l'interprétation? Lorsque j'ai trouvé ces résultats, qu'est-ce qu'ils peuvent bien signifier? Qu'est-ce que cela implique? Dans ce cadre, le résumé reprend les 4 parties de l'article, à savoir l'introduction, le matériel et les méthodes, les résultats et la discussion.
Cependant, le résumé ne peut pas faire référence à un tableau ou à une citation ou doit être compréhensible dans le texte de l'article. Dans le résumé, donc, on ne retrouve pas de conclusion. Et à la troisième question, je ne sais pas si on peut me reprendre la troisième question, je n'ai pas pu la noter. Alors, la question, c'était de savoir si en tant que doctorant, on peut commencer à écrire des articles et si, et ça c'est un autre volet, est-ce que le RACES peut proposer des docteurs pour accompagner les doctorants dans la rédaction de ces articles? Justement, Hélène, s'agissant de l'accompagnement du RACES, il y a toute une commission justement pour la gestion des doctorants. Donc, je crois que ça va faire partie des contributions de la présidente ou du président de la commission pour voir comment justement accompagner les doctorants dans les rédactions scientifiques et les publications. Voilà. Vas-y, tu peux. Oui, merci. J'ajouterais tout simplement que dans certaines universités, pour qu'un doctorant soutienne sa thèse de doctorat, on vérifie s'il a déjà publié au moins un article, ce qui signifie que la rédaction des articles est importante à partir même de la période où on rédige sa thèse de doctorat. Alors, il y a une question qui porte sur le style de rédaction. Quel est le style de rédaction qu'on peut utiliser quand on est en train de rédiger un article? Le style d'écriture. Le style d'écriture, je ne sais pas si je comprends, mais je crois que c'est aujourd'hui les normes d'écriture, c'est Times New Roman, caractère 12 et APA. Non, en fait, la question n'est pas par rapport aux normes, je dirais, au choix de police et autres. Donc, quel est le style d'écriture? Faut-il écrire genre littérature? Faut-il écrire genre roman, etc.? Donc, comment est-ce qu'on doit rédiger un article scientifique? Étant donné que l'article scientifique obéit à des normes que je viens de préciser, je crois que le style de l'article scientifique dépend surtout de la revue scientifique dans laquelle nous allons publier notre article. Parce qu'il y a des revues qui précisent des styles d'écriture. Je ne sais pas si... Oui, c'est plus ou moins clair. La dernière question que nous allons prendre est par rapport à la formulation du titre. Qu'est-ce que vous conseillez pour le titre? Faut-il opter pour la forme interrogative? Et est-ce que la forme interrogative ne donne pas l'impression que c'est la question de recherche qui est mise en évidence? Moi, je pense que le titre dépend de l'hypothèse qu'on veut démontrer. Le titre, c'est pour ça que j'ai parlé de l'article comme un message. Le titre dépend justement de ce qu'on veut démontrer, de l'objet d'étude. Et j'ai dit que le titre doit avoir des variables. Alors, sous forme d'interrogation ou sous forme d'assertion, si le titre a déjà les critères requis, moi, je ne pense pas qu'il y a des interdits pour une forme d'écriture de titre d'article. Bien, nous allons remercier. On peut par exemple... Oui, allez-y, docteur, terminez. Oui, je disais, on peut par exemple avoir comme titre d'article comment rédiger un article scientifique. Donc, j'en ai terminé. Merci au docteur pour sa présentation. Nous allons donc continuer avec les différents thèmes. Cette fois-ci, nous allons accueillir le professeur qui nous présentera la rédaction d'un article scientifique des résultats à la bibliographie.
Je pense que nous allons continuer à poser les questions. Les questions seront après recensées et transmises aux différents intervenants qui pourront, avec le temps, aussi y répondre. Donc, nous allons accueillir le professeur qui... Monsieur le modérateur, s'il vous plaît, docteur Atta. Oui. Monsieur le modérateur. Oui, nous vous écoutons. Oui, excusez de vous interrompre, parce que c'est maintenant qu'on a pu connecter le professeur. Je suis avec lui. Oui. Voilà. Donc, vous pouvez à tout moment le réintroduire si son heure arrive. Oh, voilà. C'est son heure maintenant, c'est à lui de prendre la parole. Donc, je vais vous le passer le temps de prendre la parole moi-même après. D'accord. Donc, voilà. Nous allons écouter le professeur. Directement comme ça. Oui, oui. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir, professeur, bienvenue. Oui, bonsoir des doctorants s'ils sont là. Ils sont tous là. D'accord, ils sont tous là. Bien. Il y a une soixantaine de personnes qui vous écoutent et qui souhaiteraient partager votre expérience. Oui. Alors, mon intervention porte sur des axes, les résultats et la bibliographie. Dans les résultats, parce que tout à l'heure, j'ai écouté avec la collègue, je crois que nous sommes dans la dimension imérable, introduction, méthode matérielle, résultats, discussion. Et donc, je suis également dans cette dynamique. Et dans les résultats, j'ai donc la présentation des résultats, dans un premier temps, et puis dans un second temps, l'analyse de l'interprétation, qui en réalité est la discussion. C'est la discussion. Donc, les résultats vont comporter la présentation et puis comment discuter des résultats. Si bien entendu, celui qui fait l'article combine les deux. Sinon, il est possible dans un article de mettre introduction, méthode matérielle, résultats et discussion des résultats, bibliographie, ainsi de suite. Alors, prenons donc la présentation des résultats pour un article. La présentation des résultats, dans un premier temps, il faut évoquer la question des outils qu'on utilise pour la présentation des résultats. On a les outils conceptuels et nous avons les outils. Les outils conceptuels, c'est pour ceux qui sont dans l'analyse quantitative, les statistiques. Les statistiques, du point de vue des statistiques descriptives, mais également quand vous êtes dans la formulation d'une hypothèse, dans la mise à l'épreuve de cette hypothèse, vous êtes bien obligé d'aller au-delà des statistiques descriptives pour convoquer les statistiques inférentielles, donc des tests d'hypothèse. Alors, si nous parlons des statistiques descriptives, nous sommes donc dans les outils, avec les outils donc, conceptuels, les chiffres, les statistiques, c'est des pourcentages pour ce qui concerne la description. C'est également les données brutes, mais c'est également les tests d'hypothèse pour savoir tout simplement si les hypothèses sont confirmées ou infirmées, avec un seuil de signification, avec un degré, bien entendu, de liberté. Mais ça, c'est pour la partie des chiffres. Mais la présentation des résultats également, c'est également les mots. Ça, c'est l'aspect qualitatif d'une étude. Au-delà donc des statistiques, les résultats peuvent évidemment porter sur les questions de mots, c'est-à-dire sur les verbatims ou sur des thèmes qui paraissent donc récurrents dans le travail.
Les outils visuels. Les outils visuels renferment les tableaux, les figures et les graphiques. Les tableaux qui résument, les figures qui résument l'information et qui sont efficaces, bien entendu, pour résumer l'information empirique, surtout quand on a une quantité d'informations. Les figures et les graphiques permettent de percevoir une ou des relations, plusieurs valeurs entre des groupes de données. Alors, on peut avoir des tableaux à une entrée, mais on peut également avoir des tableaux qui mettent en relation deux variables, tableau donc à double entrée, appelé également tableau de contingence. On a quelques règles qui président à la construction des tableaux. Un tableau doit avoir un titre et un tableau doit être numéroté. Et lorsqu'on fait un commentaire du tableau, c'est bien entendu, on insiste sur le numéro du tableau, ce qui nous permet d'éviter, comme le montre le tableau ci-contre, mais dit tout simplement comme le montre le tableau 1 ou le tableau 2. Excusez-moi, il y a un tableau qui est montré parce que je ne vois pas. On ne voit pas vos tableaux là. Ah, vous n'avez pas fait de partage d'écran? Non, parce que je n'ai même pas du tout le temps de faire le tableau. Ah, d'accord, ok. Oui. Alors, les tableaux, on a des tableaux peut-être préfigurés, mais de plus en plus, on tend vers les tableaux ouverts aux extrémités, donc non fermés. Mais dans tous les cas, quand vous soumettez un article à publication, la revue vous donne des consignes, des directives. Donc, titre du tableau, tableau numéroté, les chiffres, en général, dans le tableau, si c'est chiffré, sont arrondis. Le tableau doit pouvoir être soigneusement présenté. Et le titre du tableau est au-dessus du tableau. La source est en dessous. Celui qui fait un article en termes de confirmation ou infirmation des hypothèses, il a la possibilité, qu'il a eu recours au test d'hypothèse. Nous commençons à perdre le professeur. En dessous du tableau, les informations. C'est beaucoup mieux. De l'outil bien entendu. Quand on prend les graphiques et les figures, bon, ça vous le connaissez, son diagramme, avec une forme de diagramme, diagramme ascéteur, histogramme, tout ce que vous voulez, mais ce qu'on retient, c'est que pour une même information, on ne peut pas à la fois utiliser, ce n'est pas possible. Il faut faire le choix. Après les outils, quelles sont les exigences en matière de présentation des résultats d'un article? La première des choses, c'est que les résultats
doivent être présentés à la lumière du problème de recherche, bien entendu, des questions ou de la question, de l'objectif et ou de l'hypothèse. Je dis bien et ou de l'hypothèse. Un article peut se contenter de décrire un phénomène, donc il est de type descriptif. Il peut donc se contenter de formuler un objectif, mais un article peut également formuler une hypothèse, mais un article peut également se donner, évidemment, cette capacité d'utiliser une démarche mixte à la fois l'objectif et l'hypothèse. C'est pour ça que je dis et ou l'hypothèse. Alors, deuxième élément, présenter les résultats, c'est accompagner le test narratif de l'outil conceptuel, de l'outil visuel dont je parlais, c'est-à-dire les tableaux, les figures, qui vont illustrer les principaux résultats obtenus avec les différentes analyses qui ont été utilisées. La présentation des résultats peut être organisée autour de sous-titres en relation avec les principaux résultats. Quand je dis des sous-titres, j'ai bien entendu, on fait le lien soit avec l'objectif, soit avec l'hypothèse, soit avec les deux à la fois. Et les tableaux ou figures sont inclus dans chaque sous-titre pour résumer l'information dans la mesure du possible. Il s'agit donc de présenter les données qui sont reliées à l'objectif et ou à l'hypothèse de recherche, tout en précisant comment ces données ont été traitées, si évidemment dans la partie méthodologie, ça n'a pas été fait. Pour les données qualitatives, il est possible, concernant les verbatims, de se référer à un certain nombre de conventions, de transcriptions retenues, si cela n'a pas été fait dans la partie méthodologie. Il faut donc éviter de faire succéder une série de tableaux ou de diagrammes sans les accompagner de commentaires ou de textes. En général, la présentation des résultats suit un ordre logique. L'information doit pouvoir établir clairement les caractéristiques de l'échantillon. Deuxième élément, la logique de l'analyse des données doit démontrer que les techniques statistiques choisies sont appropriées. Troisième élément, la présentation doit être organisée de sorte à ce que chaque question de recherche, objectif ou hypothèse soit reliée au test statistique utilisé. Bien entendu, quatrième élément, le tableau, le graphique ou la figure sont présentés à l'appui du test narratif. Ça, c'est la partie présentation des résultats. Mais il faut pouvoir analyser, interpréter ce que, évidemment, on appelle en d'autres termes, discuter des résultats. Alors, discuter des résultats, c'est bien entendu, en d'autres termes, faire le bilan de la démarche de la recherche. Dans le bilan, on doit pouvoir percevoir trois éléments, c'est-à-dire la composante principale qu'on appelle la composante incontournable,
la composante secondaire ou créatrice et la composante autocritique. Quand on parle de composante principale, il s'agit de quoi? Il s'agit tout simplement de revenir à l'hypothèse et ou à l'objectif de la recherche. Et puis, à la lumière des résultats obtenus, indiquer si l'hypothèse est confirmée ou si elle est infirmée, ou si l'objectif est atteint ou si l'objectif n'est pas atteint. On présente alors les statistiques qui soutiennent le point de vue. On présente également, ou on présente les extraits de verbatim qui soutiennent également le point de vue. Ça, c'est la composante principale qu'on doit pouvoir percevoir d'emblée dans la discussion des résultats. Dans la composante créatrice, appelée également authenticité des résultats, on compare nos résultats, c'est-à-dire l'auteur qui produit l'article, on compare les résultats avec les résultats d'autres chercheurs dont les travaux ont été présentés et y a porté sur le même phénomène. Il s'agit donc de dégager la concordance des résultats obtenus avec les résultats d'autres travaux. Mais aussi, on va étudier les variables qui n'étaient pas au cœur de la recherche et qui, évidemment, apparaissent dans le travail. Nous sommes cette fois-ci dans l'analyse secondaire. Alors, il faut pouvoir trouver une explication à cela. Il est également important de déterminer si les résultats que nous avons après vérification sont significatifs ou non. Ces résultats doivent pouvoir être évalués pour leur importance ou pour leur contribution à une discipline donnée. Autre élément dans cette composante, la généralisation possible des résultats. Il s'agit tout simplement d'examiner attentivement les résultats de son étude à la lumière des caractéristiques connues de la population cible avant d'envisager la généralisation. Dans la troisième composante évoquée, la composante autocritique, après donc avoir signalé la portée des résultats, il est tout à fait normal de faire un examen critique de sa démarche sans toutefois dénigrer sa démarche. Parce que l'idéal de la science repose sur une amélioration perpétuelle des recherches. Il convient tout simplement de signaler les pièges à éviter. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque vous mentionnez ce qui vous apparaît comme une limite ou une faiblesse de votre recherche, vous devez également indiquer pourquoi il aurait été préférable de procéder autrement. On peut par exemple, à titre d'exemple, dire tout simplement que le fait que l'expérience, je prends comme ça un extrait, le fait que l'expérience ne se soit pas déroulée dans le même local pour tous les participants peut avoir introduit des variables parasites susceptibles de fausser les résultats, ce qui expliquerait ainsi de suite et ainsi de cela. Donc, si je résume,
lorsque vous présentez des résultats et que vous discutez des résultats, dans la partie présentation, il s'agit des résultats en lien direct avec le problème, la question, l'objectif et ou l'hypothèse. Lorsqu'on discute également de la valeur de ces résultats, évidemment, ça peut être le cheminement, le rappel, la confrontation et la possible généralisation, les limites et les perspectives ou la perspective de recherche. Ça, mais évidemment, dans le contenu, comme je l'ai dit, les tableaux sont plus parlants, mais également les mots. Donc, vous avez la possibilité d'utiliser des chiffres avec des tableaux. Vous avez également la possibilité d'utiliser des verbatims avec des mots pour soutenir le test narratif. La biographie maintenant. Le deuxième axe de mon intervention. Alors, il y a plusieurs normes à ce niveau. Et ça, vous le savez, que toutes les revues ont des directives en matière de présentation de la bibliographie ou des référents bibliographies. Dans tous les cas, c'est la même chose. Voilà. Aujourd'hui, on distingue bibliographie de référence parce que vous ne pouvez pas mentionner des références, un nom d'auteur avec des titres que vous n'avez même pas cités, ce n'est pas possible. Ça ne se fait pas. Professeur, il vous reste 5 minutes. Comment? Il vous reste 5 minutes. Il n'y a même pas de souci, ne vous inquiétez pas. Donc, habituellement, sur l'espace CAMES, on a les normes CAMES, ça, vous le savez, du point de vue des références dans le corps du test, mais du point de vue de la bibliographie. Mais la référence, les normes habituelles qu'on utilise quand vous êtes dans d'autres revues, c'est l'APA. Soit la 6e édition, si certains le veulent, mais la 7e édition qui, en ce moment, est vigueur. Mais on connaît bien comment l'APA fonctionne. L'auteur, le nom de l'auteur, l'initiale du prénom, le titre, et bien entendu, l'éditeur. Que ce soit du point de vue d'un ouvrage, d'un chapitre d'ouvrage, d'une revue, d'un article de revue, évidemment, toutes les informations sont là. Donc, je m'arrête là pour qu'on puisse échanger, mais pour le CAMES, on sait ce que c'est, pour l'APA, on sait ce que c'est, mais je vais tout simplement dire que, évidemment, les revues sont autonomes et elles vous indiquent ce qu'il faut pour la soumission d'un article. Merci beaucoup. Grand merci au professeur pour sa présentation, beaucoup d'informations. Nous avons quelques questions auxquelles vous avez répondu dans votre présentation. Par exemple, faut-il forcément avoir des hypothèses dans un article? Il y a des questions sur où est-ce qu'il faut mettre, faut-il insérer des images, des photos dans un article? Question qui a reçu aussi une réponse. Et il y a une question qui porte sur les variables secondaires. Comment reconnaître les variables secondaires pertinentes qui vont nous permettre de mener une analyse secondaire lors de la discussion? Vous pouvez répondre à cette question, professeur, directement. Oui, bien sûr. Alors, je vous l'indiquer parce que selon le niveau de la recherche, on peut se contenter, quand l'étude est descriptive, on peut se contenter d'un objectif. D'un objectif de recherche. L'étude a pour objectif de 2. Mais lorsque on veut établir une relation plausible entre des variables, bien entendu, on est bien obligé de formuler
une hypothèse. Et l'hypothèse, elle est formulée dans la partie introduction de l'article. Juste avant la partie méthode et matériel. Maintenant, la discussion, évidemment, je le dis, la composante principale d'abord vous renvoie, vous rappelle dans un premier temps l'objectif ou l'hypothèse, mais la composante secondaire, c'est que quand vous faites une recherche, que vous faites des prédictions. Pour ceux qui travaillent sur les hypothèses, il y a une relation entre telle variable et telle autre. Mais vous allez vous rendre compte que quand même, que finalement, il y a des variables qui n'étaient pas prévues, des résultats non prévus, non prédits, qui deviennent importants dans le travail. Mais on fait comment? On est bien obligé, on ne peut pas les évacuer, tricher pour dire, bon, il n'y a pas ça, non? On est bien obligé d'en tenir compte et de leur conférer une explication. Pour dire si, évidemment, on obtient ceci, cela, certainement que l'étude n'a pas été menée dans la même condition, certainement que c'est-à-dire au niveau de la méthode d'échantillonnage, peut-être qu'on aurait pu peut-être utiliser l'échantillonnage en bout de neige, au lieu directement de poser des questions sur la question de la corruption, etc. Bon, donc, la composante secondaire va donc utiliser ce qui n'est pas prévu, mais discuter et donner une explication. Pourquoi est-ce qu'on a tel résultat qui n'était pas prévu? Et puis, la dernière composante qui est l'autocritique, c'est bien entendu être capable de dégager les limites de son travail et proposer une perspective de recherche. Bien, professeur, il y a une question assez intéressante qui demande, est-ce que pour la rédaction d'un article, on peut se limiter ou on ne peut faire exclusivement que du qualitatif? Oui, ben, oui, sur l'étude qualitative, oui. Bon, je vous l'ai dit, un travail, c'est un objectif. Hein. Voilà. C'est comme des thèses. Une thèse de doctorat peut se contenter d'être une thèse, c'est-à-dire se baser sur des données qualitatives, mais vous en avez qui se basent uniquement sur des données quantitatives. Et il y en a qui utilisent la démarche mixte. Donc, tout est une question de choix, parce que vous savez que la manipulation des données n'est pas la même, quel que soit le type de paradigme. Si je suis dans une recherche d'article d'une recherche qualitative, ben, ça veut dire que à faire le recueil des informations, je vais utiliser des outils appropriés comme peut-être l'entretien et utiliser plus d'un entretien, parce que c'est ça aussi le propre des études qualitatives, plus d'un entretien auprès de la même personne, démarche dans le sens de la phénoménologie. Donc, on peut se contenter de faire une étude qualitative aussi bien dans un article que dans une thèse de doctorat. Et cela se fait. Il n'y a même pas de souci pour ça. Mais il faut le préciser dès le départ, dans le type d'étude. Ah oui, puisque une recherche, c'est une cohérence. Bien, vous ne pouvez pas formuler des hypothèses en interrogeant 1000 personnes pour dire que vous faites une étude qualitative. Ce n'est pas possible. Alors, donc, professeur, on peut le faire comme on peut faire le quanti, comme on peut faire également la démarche mixte. D'accord. Dans le choix de rédaction, en utilisant le modèle IMERED, par exemple, il y a un intervenant qui aimerait savoir à quel moment est-ce qu'on doit définir les concepts et préciser le modèle théorique auquel on s'adosse. Est-ce dans le I ou ailleurs? La définition des concepts. La définition des concepts et le modèle théorique. Et des modèles. Oui, mais en principe, hein, je l'ai dit, normalement, si nous sommes dans une démarche tout à fait claire du modèle IMERAD, dans le modèle IMERAD de type introduction,
Mais l'introduction renferme tout. C'est-à-dire que tout ce qui est de la littérature en termes d'état de la question, littérature en termes de grille théorique de référence, en termes de problèmes, de questions, d'objectifs, de définition des concepts. Mais lorsqu'on a fini là, on ne peut pas se retrouver dans la présentation des outils, à moins que dans le cadre opératoire, dans le cadre opératoire qui consiste donc à préciser les variables et à dégager des indicateurs de variables, soit on le fait à la fin du 1, introduction, soit on le fait en début du 2, méthode et matériel, avant de passer, bien entendu, aux outils de recueil des informations. Avec les objectifs, soit avec les hypothèses. On peut les retrouver, comme je le dis, en 1, la grande partie introduction, mais vers la fin, après avoir formulé une hypothèse ou après avoir formulé un objectif, on peut retrouver soit en début du grand 2, méthode et matériel, mais toujours dans l'esprit de la construction du cadre opératoire. C'est les 2 points. Donc, vous voyez bien qu'ils sont côte à côte. Si ce n'est pas là, c'est là. Mais dans tous les cas, ils constituent le pont entre la conceptualisation de la recherche et, bien entendu, la vérification de l'objectif ou de l'hypothèse. Merci, professeur. Une dernière question pour la route. On reproche très souvent à ceux qui sont dans les sciences de l'éducation de ne faire que du quali et très peu de quantitatif. Si vous avez un conseil à nous donner, qu'est-ce que vous nous direz? Doit-on rester dans le qualitatif, le quantitatif ou l'approche mixte? Écoutez, moi, dans la plupart de mes recherches, j'utilise l'approche mixte. J'utilise l'approche mixte. Je n'ai pas particulièrement de conseils à donner parce que, comme je le dis, tout est une question d'objectif, de recherche. Il faut partir de là. Qu'est-ce que vous visez et qu'est-ce que vous voulez nous donner comme information? Dans tous les cas, dans les 2 cas, pour un article, on recherche toujours l'originalité. Je suis dans l'approche mixte, mais même dans l'approche mixte, il faut faire la part des choses. Qu'est-ce qui est réservé au quali et qu'est-ce qui est réservé au quanti? Mais les sciences de l'éducation, ça ne pose pas de problème. C'est-à-dire que ceux qui sont dans le quali, parce qu'on peut même utiliser du quanti, mais si on ne sait pas exploiter les résultats, les chiffres, qu'on ne sait pas les interpréter, mais alors que parfois, vous travaillez sur un seul cas, comme certains le font en thèse, 1, 2 ou 3 cas, mais l'étude est tellement bien organisée du point de vue du recueil de l'information, du point de vue d'une analyse des données, que ça donne des informations, des verbatims plus riches qu'une quantité de chiffres alignés dans des tableaux sans dégager la signification. Donc, tout est une question d'habileté. Donc, particulièrement pour répondre à vos préoccupations, je suis dans une démarche mixte, toujours avec des études de cas, mais les 2 approches sont tout à fait utilisables et c'est-à-dire que sont même valables scientifiquement. Donc, laissez ceux qui critiquent critiquer, mais selon l'objectif, selon le phénomène que vous voulez explorer, que vous voulez comprendre ou expliquer, vous faites le choix du paradigme qualitatif ou quantitatif ou les 2 à la fois. Merci beaucoup, professeur. Merci pour votre intervention et vos conseils. Donc, nous allons continuer avec cette fois-ci la dernière présentation qui est du docteur Bilakani Tonyeme, qui va partager avec nous
son expérience sur les normes de rédaction scientifique, sur la vulgarisation des articles et les exigences des revues scientifiques. Docteur Bilakani Tonyeme, vous avez la parole. Oui, est-ce que vous pouvez vous-même, voilà, merci. Mon écran, est-ce qu'il est libéré pour que je le partage? Oui, vous pouvez partager votre écran. D'accord. Oui. Une minute, que je puisse le faire. En principe, ça marche. Voyons votre écran. Voilà. Donc, vous avez la parole. Okay. Merci beaucoup et merci pour cette invitation et je vais partager quelques idées avec vous sur les normes. Donc, quelque chose sur les normes de rédaction d'un article scientifique en lettres et sciences humaines, notamment donc en sciences de l'éducation. Bon, ma présentation, elle a été déjà faite. Ce plan, c'est autant de petits points sur lesquels je vais rapidement réfléchir et on pourra revenir dans les débats. Alors, les normes de rédaction dans une revue, elles sont généralement de deux types. Il y a les normes éditoriales qui fixent les grands principes de base de la rédaction d'un article pour qu'il y ait une sorte d'harmonisation des écrits, c'est-à-dire on ne doit pas prendre, par exemple, dans une revue, 2 articles et on trouve un article qui fait, par exemple, 25 pages et un autre qui fait 4 ou 6 pages. Ou bien, on prend un article qui est écrit en taille de police 14 et un autre en taille de police 11 ou 10. Donc, on essaie d'harmoniser tout ça là, mais surtout le référencement, puisque je vais revenir largement là-dessus. Il y a aussi les normes typographiques. Les normes typographiques, elles sont souvent relatives, n'est-ce pas, à l'écriture, n'est-ce pas, et liées en général à la langue ou au langage. C'est un peu différent, particulier, par exemple, d'une science, d'un domaine, etc., etc. Mais en général, comme je le dis dans l'encadré, les revues ne mettent pas une différence systématique entre les deux types de normes, normes éditoriales et normes typographiques. De telle sorte que lorsque la revue vous parle des normes, elle mélange les deux et en même temps, ça ne pose pas de problème parce que ça permet en même temps aux auteurs de réguler leurs textes simultanément suivant les normes éditoriales et suivant les normes typographiques. Alors, ce qui m'intéresse beaucoup plus ici, c'est les normes éditoriales et plus spécifiquement les normes de référencement. Alors, tout à l'heure, l'intervenant qui a terminé a parlé de la bibliographie, mais moi, je vais balayer tout depuis le texte jusqu'à la bibliographie, quelle norme de référencement. Alors, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, si les normes souvent sont laissées à l'appréciation des revues, notamment les normes typographiques, les normes éditoriales, dans une large mesure, sont adoptées, fixées. C'est vrai qu'elles varient, mais le but, c'est pourquoi j'ai mis l'expression cohérence interne, le but en rouge, le but c'est la cohérence interne. Et il existe plusieurs sortes de normes de référencement que vous connaissez et que je viens de lister là, les normes françaises, les normes MLA, Modern Language Association, et toutes ces normes-là ont des variantes. C'est très important. Tonyeme, oui. Votre diapositive n'évolue pas. C'est-à-dire? Nous voyons toujours la première diapo. Ah, là, moi, chez moi, il évolue là. Qu'est-ce qu'il y a? Si vous pouvez arrêter et recommencer en cliquant sur le mode de projection pour que nous puissions voir, ça nous arrangerait. Je suis sur le mode projection. Ah voilà, là c'est bon maintenant. Nous sommes là, ce n'est plus le mode projection. Là, ce n'est plus le mode projection. Bon, je pense que ça doit être un problème de continuer comme ça. Donc. Oui, si ça va comme ça, on continue comme ça. Donc, j'ai listé là quelques normes. Je vais insister beaucoup plus sur les normes CAMES. Mais
je vais un peu parler des normes françaises classiques pour enlever peut-être un peu de nos têtes quelque chose de très fondamental qui circule aujourd'hui. On a l'impression qu'il n'existe qu'une forme de norme, une forme de norme de référencement qui existe. Non, il y a une variété de normes de référencement. Et chaque norme de référencement que j'ai ici énumérée a aussi des variantes. Souvent, il y a des universités ou d'un groupe d'universités qui prend certaines normes d'une autre sphère géographique et qui l'adaptent à leur façon. C'est un peu ce qui s'est passé avec les normes CAMES. Alors, les normes de référencement, elles sont fixées par la revue conformément aux critères qui lui sont propres. D'abord, ça peut être une question de domaine ou de discipline. Nous connaissons l'origine des normes APA, ça vient des psychologues. Ça peut être des règles communes adoptées dans un espace ou entre un certain nombre d'universités. C'est le cas des normes de référencement CAMES adoptées dans l'espace CAMES pour les lettres et sciences humaines. Et puis, ça peut être des règles adoptées par un éditeur. Elsevier, par exemple, a adopté ces normes, n'est-ce pas, de référencement, et tous ceux qui veulent publier, que ce soit des articles ou des ouvrages là-bas, n'est-ce pas, sont soumis à ces normes-là. Et nous disons qu'aucune norme de référencement ne va de soi et il n'est exigible de facto. C'est-à-dire que, et c'est pourquoi d'ailleurs nous précisons qu'il faut éviter en la matière de fondamentalisme. C'est-à-dire que les normes de référencement, c'est soit un espace donné, un ensemble, n'est-ce pas, d'universités ou une université qui les fixe et on les suit et avec l'état d'esprit que c'est parce que nous sommes dans cette université ou bien nous sommes dans cette revue ou nous sommes dans cet espace, nous voulons publier dans cet espace que nous adoptons cela et qu'il n'y a pas que ces normes-là. En sortant de là, de cet espace ou de cette revue et en allant vers une autre revue ou un autre espace, il peut y avoir d'autres normes qu'il faut suivre. La règle d'or, n'est-ce pas, des normes de référencement, c'est la cohérence. C'est-à-dire la cohérence entre les référencements dans le texte et les références bibliographiques. C'est très important parce que quelquefois, je prends un exemple. Lorsque l'on fait un référencement où on met l'année, je veux parler des références bibliographiques ou de la bibliographie, on arrivera, il y a une petite nuance. Donc, lorsque l'on fait, n'est-ce pas, un référencement ou des références bibliographiques dans lesquelles l'année de publication est en dernière position et que dans le texte, on adopte la norme APA, il y a un problème. Il n'y a pas de cohérence. Parce que la norme APA est justement faite de telle sorte que lorsque je vois le nom, le titre, je vois l'année et je sais de quoi il s'agit. Ce n'est pas l'année, ne va pas aller à la fin, n'est-ce pas, de la référence dans les références bibliographiques. Donc, c'est cette cohérence-là, cette type de cohérence-là qui sont exigibles, qu'il faut respecter. Et c'est pourquoi nous les avons appelés, nous avons dit que c'est la règle d'or, n'est-ce pas, de toutes sortes de référencement. Alors, ici, j'ai juste essayé de récapituler quelques éléments de la norme classique française. On va y passer, mais je pointe quelques éléments qui pourront peut-être nous aider parce qu'il y a certaines choses qu'on voit quelquefois qu'on ne comprend pas. On se demande, est-ce que c'est fait de manière fantaisiste? Je prends un ouvrage collectif, par exemple, dans l'exemple que je suis en train de projeter. Et je vais au niveau des titres. Et vous verrez que j'ai mis quelque part « in », c'est-à-dire lorsque on cite une publication dans un ouvrage scientifique, on met le nom de l'auteur, le prénom, le titre, n'est-ce pas, de la contribution en ouvrant entre les guillemets, c'est quoi j'ai mis ça entre guillemets, et on met in ou dans en français, dans, et on met le nom
et le prénom, n'est-ce pas, du directeur de l'ouvrage, celui qui a dirigé l'ouvrage, et on met le titre de l'ouvrage, etc., etc. Alors, nuance à faire avec les articles ou les revues et les articles. Quand il s'agit d'un article tiré d'une revue, on ne met pas le PIN. Voilà cette nuance très importante. Mais aussi, j'attire aussi l'attention sur les ressources électroniques. Donc, les ressources électroniques sont en général citées comme les ouvrages, les ouvrages ou les articles tels que nous les citons à travers les livres. Encore faudrait-il, attention, s'entendre sur ce qu'on appelle une ressource électronique. Par exemple, lorsque je prends un livre de Philippe Mérier ou je prends un livre de Roboul, Philosophie de l'éducation, qui est un livre qui a été édité. Quelqu'un a scanné ça. Il a déposé ça sur Internet. Je le prends. C'est un livre. Ce n'est pas une ressource électronique au sens où on l'a publié sur Internet. Mais aussi, une autre chose. Aujourd'hui, tous les éditeurs, par exemple, des ouvrages, etc., ont la version électronique du livre. Ce n'est pas la même chose que lorsque on publie un article, n'est-ce pas, en ligne. C'est totalement différent. Et ça, ou une contribution en ligne, ou un livre qui est publié en e-book essentiellement en ligne. Là, c'est ça. C'est de ça que nous parlons lorsque nous parlons de ressources en ligne. Parce que les ressources en ligne sont dynamiques. Elles peuvent changer, elles peuvent évoluer. C'est ce qui explique qu'il faudrait savoir quand est-ce que la ressource a été mise en ligne pour la première fois. Le moment où on l'a consultée, les deux dates là sont très importantes parce que du moment où on l'a mise en ligne et quand elle est dynamique, elle peut évoluer de telle sorte que le moment où on l'a consultée, la ressource aura évolué, aura changé. Il faut indiquer cela pour pouvoir orienter, n'est-ce pas, celui qui vous lit, celui qui cherche à vous comprendre. Alors, je m'attarde un peu sur les normes CAMES. Nous le savons peut-être tous, c'est adopté à Bamako le 17 juillet 2016. Et les normes CAMES sont, n'est-ce pas, appliquées dans l'espace CAMES pour les articles écrits et publiés dans les revues de littérature et sciences humaines. Cette précision est très importante. D'abord, c'est pour les articles. Ensuite, dans les revues de littérature sciences humaines de l'espace CAMES, et elles concernent essentiellement les normes, n'est-ce pas, éditoriales, les normes typographiques, les normes CAMES le disent, sont laissées donc aux revues, c'est elles qui le fixent. Alors, cela dit, j'ai mis ça dans l'encadré, les normes CAMES ne concernent en principe jusqu'alors, sauf s'il y a des dernières informations que je n'ai pas, jusqu'alors que les articles. Évidemment, pourquoi j'insiste dessus? Dans certaines universités ou dans certaines facultés, quand vous allez, vous entendez des collègues ou des étudiants dire qu'ils veulent appliquer des normes CAMES pour leur mémoire et leur thèse. Et à ce que je sache, le CAMES n'a pas encore édicté des normes, en tout cas pour l'être sciences humaines, pour les mémoires et les thèses. Alors, ce que les gens font, et c'est tout à fait normal, c'est qu'on essaie d'adapter les normes CAMES, n'est-ce pas, à des mémoires et à des thèses. Mais il n'existe, les normes CAMES ont été essentiellement faites pour les articles publiés dans l'espace, dans les revues de l'espace CAMES. Alors, cela dit, les éléments constitutifs des articles, n'est-ce pas, suivant les normes CAMES, sont généralement les mêmes éléments que les collègues ont déjà exposés et que je reprends ici très rapidement. Et ils distinguent, ces normes-là, elles distinguent deux types, n'est-ce pas, de contributions, les contributions théoriques et fondamentales et les contributions, n'est-ce pas, de recherche de terrain. Et que ce soit les contributions théoriques ou les contributions de recherche de terrain, il y a des points communs. Le titre de l'article, nom et prénom de l'auteur, etc., etc. Alors, en ce qui concerne le fond, le développement, nous reviendrons dans les référencements sur un certain nombre
chose. C'est à partir de là que les éléments peuvent différer légèrement selon qu'on soit dans les contributions théoriques fondamentales ou les contributions de recherche, n'est-ce pas, sur le terrain. Mais les éléments qui diffèrent, ce n'est pas une différence au sens radical du terme, mais c'est suivant le type de recherche, n'est-ce pas, qui est envisagé. Alors, on constatera que dans les normes CAMES, il est exigé, puisque nous sommes dans l'espace francophone, le CAMES, les sciences humaines, c'est dans l'espace francophone, il est exigé qu'on y ajoute, surtout quand on publie en français, une autre langue, c'est l'anglais. Alors, ce qui fait que le résumé, les mots-clés, il doit avoir une certaine traduction en anglais pour peut-être la visibilité de ces revues-là. Alors, en ce qui concerne les articulations des articles, les normes CAMES fixent un certain nombre d'éléments qu'on doit trouver dans tout article publié dans l'espace CAMES dans les sciences humaines. L'introduction, la conclusion, les références bibliographiques, mais surtout le développement. Mais l'introduction, la conclusion, les références bibliographiques ne doivent pas porter de numérotation, n'est-ce pas, qui fassent des sections, qui soient des sections numérotées. Mais le développement, lui, il doit être articulé en sections et sous-sections, sous forme de titres, et ces titres-là doivent être numérotés. Alors, il s'agit, les normes CAMES imposent une numérotation permettant la tautologie numérique, pas alphabétique, pas alphanumérique, mais numérique. C'est-à-dire que c'est les chiffres seulement qui doivent constituer la numérotation. Et ces chiffres-là doivent, n'est-ce pas, évoluer selon le niveau, n'est-ce pas, du titre auquel on est. Les premiers titres prennent le niveau 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Les sous-sections doivent prendre le niveau 2, par exemple 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, et ainsi de suite. Mais la recommandation générale, c'est de ne pas dépasser pour un article 4 niveaux. 4 niveaux déjà, c'est très, très important. C'est-à-dire que j'ai une section, première section 1, sous-section de cette section 1, 1, la sous-sous-section de cette section 1, 1, 1, et puis la sous-sous-sous-section de cette section 1, 1, 1, 1. Bon, c'est pas conseillé de dépasser, même d'ailleurs, jusqu'à arriver à 4 niveaux, c'est déjà beaucoup. Et les titres de section et sous-section doivent être en écriture normale, comme le texte, c'est-à-dire pas d'italique, pas de gras, pas de soulignement, rien. Alors, en ce qui concerne les citations, les normes CAMES nous disent que les citations, 3 lignes, doivent être intégrées au texte. Aucune citation ne doit être pas en italique, intégrée au texte et dans les guillemets. Et toutes les citations qui dépasseraient 3 lignes doivent respecter les règles suivantes. On va à la ligne et on marque un retrait avant et un retrait après, c'est-à-dire on isole un peu la citation. La citation est en interligne simple, quelle que soit l'interligne appliquée, n'est-ce pas, au reste du texte, suivant la revue dans laquelle on publie. La taille de police doit être diminuée d'1 point par rapport à la taille du reste du texte. On marque un retrait à gauche d'1 point, mais à droite, on ne marque pas de retrait. Et on ne met pas de guillemets à une telle citation, c'est-à-dire une citation longue, quand on l'isole comme ça. En typographie française, l'isolement remplace les guillemets, parce que les guillemets, c'est de mettre en exergue un texte. Les guillemets, les italiques et l'isolement jouent pratiquement, en ce qui concerne les citations, les mêmes rôles. Donc, lorsque on isole un texte comme ça, on ne met plus les guillemets. Et le référencement dans le texte. Les normes CAMES
n'admettent pas les référencements en bas de page ou en fin de section, ce qu'on appelle les endnotes en anglais. Toutes les références doivent être contenues dans le texte et entre parenthèses sous la forme peut-être suivante, le prénom de l'auteur, l'année de publication et la page qui est notée P, pas PP. Alors, même si le nombre de pages excède une, même si c'est 2 ou 3, la norme CAMES dit on ne met pas PP parce que dans d'autres normes, on met PP pour signifier que c'est 2 ou 3 pages. La citation est contenue dans l'ouvrage ou d'où on l'a retiré. On l'a tiré sur 2 ou 3 pages. Alors, l'une des recommandations qui ne figure pas forcément dans les documents qui circulent, c'est que lorsqu'on cite dans le texte un auteur pour la première fois, on met intégralement ses prénoms. Et à la suite, lorsque cela revient, on abrège les prénoms et on met le nom. Alors, mais aussi, l'une des interrogations, c'est pourquoi le P point pour indiquer la page. Parce que dans d'autres normes que nous connaissons, les APA et ses variantes, on ne met pas P, on met peut-être l'année, 2 points, on met Alors, les normes CAMES expliquent que, en fait, c'est une latitude qu'on veut donner à ceux qui écrivent dans ces revues-là, de pouvoir donner les références soit d'une page, par exemple, d'un paragraphe, par exemple, d'un chapitre, par exemple. C'est-à-dire, souvent, nous peut-être ne le faisons pas, c'est-à-dire que je cite un auteur qui a écrit un ouvrage en 1980, ou bien je fais référence donc à un auteur qui a écrit un ouvrage en 1980, mais je veux faire référence, n'est-ce pas, à la page 20, je mets P. Mais il y a des ouvrages où les indications des paragraphes sont là, du premier, n'est-ce pas, paragraphe au dernier paragraphe. Donc, au lieu d'indiquer la page, je peux, après l'année, indiquer le paragraphe. Et quand l'auteur prend le livre, ou celui qui veut consulter, quand il prend le livre, puisque les paragraphes sont indiqués, les numéros des paragraphes sont indiqués du début jusqu'à la fin, allez, il va au paragraphe qui a été indiqué. Ça peut être tout simplement que je me réfère à un chapitre. Je fais par exemple un commentaire, n'est-ce pas, d'un ouvrage de Bourdieu et je veux indiquer que le commentaire que j'ai fait là, ce n'est pas une page, ce n'est pas 2 pages, mais c'est le chapitre 2. Alors, dans ce cas, il a écrit le livre en 1980, je mets P. Bourdieu, 1980, au lieu de P, je mets chapitre, n'est-ce pas, chapitre 3 ou chapitre 4, là, je me réfère au chapitre entier. Donc, c'est cette latitude-là qu'on veut accorder aux gens, ce qui fait qu'il faut indiquer, lorsqu'on met un chiffre là-bas, de quoi il s'agit. Est-ce que c'est une page? Est-ce que c'est un paragraphe? Est-ce que c'est un chapitre? Est-ce que c'est une partie? Etc., etc. Alors, les normes de référencement CAMES, pour la plupart d'entre nous, je vous réfère à l'Internet, elles existent là, on peut la prendre. Bon, j'ai essayé de résumer quelques cas ici d'ouvrages, ouvrages collectifs, etc., etc. Alors, pour terminer, parce que pour qu'on puisse peut-être discuter, je vais faire quelques 2 ou 3 remarques. Les normes CAMES parlent de bibliographie, mais en fait, c'est de références bibliographiques qu'il s'agit. Je disais tout à l'heure qu'on pourrait un peu revenir dessus. En fait, les normes CAMES exigent que qu'il n'y ait dans les références bibliographiques que toutes les références auxquelles on a fait expressément cas dans notre travail. Ce qui n'est pas forcément le cas, par exemple, dans une thèse, etc., où on peut faire, n'est-ce pas, référence, on peut mettre des références concernant des ouvrages, etc., qu'on aurait consulté, qui nous ont permis de faire la thèse, mais qu'on n'a pas cité expressément quelque part. Il y a un peu de bruit là, je crois que c'est M. Akimou qui n'a pas arrêté son micro. Alors, la deuxième remarque, c'est les citations. Les citations ne doivent pas être
mécaniques. Elles doivent, n'est-ce pas, intégrer la logique du texte. Donc, ce qui veut dire que la manière de citer dont parlent les normes CAMES, on peut les manier comme on veut, et ça se trouve dans le document abrégé, là, que vous voyez, ils ont donné des exemples. Quelquefois, on cite, on ouvre les parenthèses. Quelquefois, on donne le nom de l'auteur en citant dans la logique du texte. Et là, c'est l'année, etc. Il faut qu'on le consulte. Et puis, enfin, lorsque l'on publie en dehors de l'espace CAMES, on n'est pas tenu de respecter les normes CAMES. Parce que nous ne pourrons pas prendre les normes CAMES pour aller imposer, n'est-ce pas, à d'autres ailleurs. Donc, on doit respecter sur les normes éditoriales de la revue dans laquelle on publie. Et en aucun cas, nulle part, il n'est dit dans les recommandations du CAMES que lorsque vous publiez quelque part et puis ça ne respecte pas les normes CAMES, l'article n'est pas validé. Alors, je pense m'arrêter ici et on pourra échanger et continuer même à échanger après. M. Kwao, merci beaucoup. Merci beaucoup au docteur Toyeme. Merci pour avoir donné des informations qui vont permettre aux uns et aux autres de voir un peu plus clairement dans les références bibliographiques. Il y a, je pense, cette précision que vous donnez, c'est-à-dire que les normes CAMES sont vraiment pour les revues, pas pour la rédaction des thèses et des mémoires. Et ça, je pense que c'est vraiment un élément très important pour les uns et les autres. Alors, il y a quelques questions. Oui, docteur Kwao, oui. Déjà rappeler aux participants qu'il y a une liste de présence là, donc oui, il y a un lien qui la remplit, c'est important. Je vais le faire tout de suite. Alors, donc, je disais tantôt qu'il y a une question où on demande, on souhaiterait savoir pour un public profane, qu'est-ce qu'il faut comprendre de ces normes? Alors, comme Madame Essono l'a dit, il y a un lien Google qui permet à tous ceux qui sont là, nous sommes 64, de remplir la liste de présence. Donc, il suffit d'aller sur le lien, de cliquer dessus. Et il n'est pas nécessaire de sauvegarder. Dès le moment où vous emplissez, la sauvegarde se fera automatiquement. Donc, je reviens donc au docteur Toyeme. Oui. Pour un public profane, c'est-à-dire un public peut-être pas de spécialistes ou d'experts ou de chercheurs, oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de ces normes? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Oui. Oui. Alors, d'abord, partons d'un principe simple. Et pourquoi est-ce qu'on édicte des normes? On édicte des normes. Les normes sont comme un langage, des codes qui permettent à des gens qui travaillent, une communauté de travailleurs dans un secteur bien précis, de se comprendre. Parce que s'il n'y a pas de code, ça va aller dans tous les sens. Donc, alors, les normes CAMES sont parties de ce principe que dans l'espace CAMES, c'est un espace où nous travaillons, un espace scientifique où nous travaillons en commun. Alors, il nous faut des codes qui puissent nous permettre dans cet espace de nous comprendre. Et donc, pour le profane, c'est un peu cela que ce sont des codes qui nous permettent de nous comprendre et donc d'accéder facilement. On l'a dit tout à l'heure, je crois, la première intervenante a parlé, n'est-ce pas, de rédaction scientifique pour, n'est-ce pas, les pairs, mais pour les autres. Il faut aussi que les pairs nous comprennent pour pouvoir analyser ce que c'est la raison des normes pour un espace donné et que le profane, celui peut-être, je ne sais pas exactement celui que vous appelez profane, celui qui n'est pas peut-être en lettres et sciences humaines, en sciences de l'éducation par exemple, ou bien celui qui n'est pas universitaire, et il doit comprendre que le travail universitaire, la recherche universitaire, c'est un travail qui a besoin de normes, comme les marchands ont des normes au marché, les banquiers ont des normes pour pouvoir facilement opérer et se comprendre. Voilà. Nous avons aussi une question sur
pourquoi est-ce que ces normes-là ne sont utilisées que dans le domaine des lettres et sciences humaines? Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas harmoniser? Ah, bien. Je pourrais répondre tout simplement en disant que c'est le CTS, Comité spécialisé, lettres et sciences humaines, qui a éprouvé pour le moment la nécessité d'éditer des normes pour mieux se comprendre. L'idéal serait que dans tous les domaines, les normes soient, n'est-ce pas, édictées. Bon, maintenant, comprenons-nous, on ne peut pas généraliser les normes des lettres et sciences humaines sur d'autres domaines parce que les objets, les méthodes, les techniques et les moyens varient un tout petit peu d'un domaine à un autre. Quitte à d'autres de ne pas seulement peut-être se contenter, n'est-ce pas, d'emprunter les normes des autres parce que c'est bien comme d'emprunter, mais est-ce que tout ce qu'on fait, la manière dont on le fait, s'adapte en tout temps à ce qui se fait ailleurs? Ou est-ce qu'il faudrait un certain nombre de choses adaptées, n'est-ce pas, à nos réalités scientifiques? Donc, voilà. Docteur Tonyeme, votre avis sur les logiciels qui permettent de gérer la bibliographie, des logiciels tels que Zotero, EndNote ou autres? Bien, très bien. Mon avis, c'est que ces logiciels nous rendent beaucoup de services, mais justement, il va falloir partir et que les spécialistes de la technologie, comme M. Kwao, nous aident à avoir des logiciels qui s'adaptent beaucoup plus à nous. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Par exemple, j'ai cité Elsevier, par exemple. Quand vous prenez Zotero, c'est très facile avec les normes Elsevier. Mais lorsque vous prenez d'autres normes, c'est un peu compliqué. Alors, les logiciels, ils nous rendent service, mais est-ce que ce n'est pas bon à un moment, lorsque nous sentons que ces logiciels-là ne peuvent pas nous permettre de faire tout ce que nous voulons par rapport à notre contexte, de penser soit avoir nos logiciels ou bien, beaucoup de logiciels sont des logiciels libres, de les faire évoluer pour s'adapter à nous. Voilà mon avis. Une question assez pertinente. Dans les